l'activité scientifique des amis de Ficin, ou du moins leur curiosité en matière de sciences naturelles, de cosmographie et de mathématiques, n'ont guère reçu jusqu'ici l'attention qu'elles méritent. Médecin et astrologue, Ficin s'intéresse au premier chef aux problèmes de physiologie et de diététique qui absorbent la science du temps. Il s'appuie immodérément sur l'astrologie et ses pics qui déclenchera à ce sujet en grande partie contre Ficin la grande polémique scientifique du XVe siècle. Il n'est pas douteux non plus que les mathématiques pythagoriciennes fondées sur l'analogie du nombre et de la musique, la symbolique des formes géométriques, l'étude du cosmos et celle du globe terrestre aient été souvent à l'ordre du jour des entretiens. Comme Alberti, Policien et Ficin ont connu le doyen des savants italiens, Paolo del Pozzo Toscanelli, dont ils ont parlé avec le plus grand respect. Plus généralement encore, ce que Ficin et Pic défendent avec tant d'ardeur, sous le nom de magie, recouvre l'ensemble des spéculations au sujet des influences célestes, de la nature des êtres physiques et de la mécanique des forces, qui sont également susceptibles de déduction philosophique et d'application pratique, déjà au sens où l'entendra un siècle plus tard Campanella. Recherches qui font partie de la rénovation de l'homme et qui sont soutenues, sollicitées souvent par les formules de l'hermétisme. À travers le platonisme, l'obsession de la magie naturelle marquera fortement la Renaissance. À la différence d'Urbain, de Ferrare, où au début du XVIe siècle, de grandes dames entourées de leurs courtisans mettront le platonisme à la mode, l'Académie florentine est un cercle où ne pénètre aucune femme. Si l'on y consacre de nombreux entretiens à l'amour, maître des hommes et des dieux, il doit aussi régner en tout, conformément à l'enseignement de Platon, un souci de dignité spirituelle et de chasteté qui s'accorde avec la ferveur de l'amour socratique, cette inclination tendre du maître pour l'élève dont Ficin donne l'exemple avec Giovanni Cavalcanti. Le Convito fait expressément déclarer à ce charmant personnage, dont la noblesse et l'élégance ralliaient tous les suffrages. C'est par l'amour passionné de la double beauté physique et morale des personnes que l'on appartient vraiment à la famille platonicienne. Mais on pense surtout à l'admiration de Socrate pour Alcibiade. En dehors de cette inclination toute hellénique, la correspondance de Ficin suffirait à montrer que les plaisirs et le sérieux de l'amitié étaient pour beaucoup dans l'attrait de Careggi. C'est là le dernier trait général sur lequel il convient d'insister. Ce milieu d'humanistes, ouvert aux membres des grandes familles florentines, accueillait volontiers les visiteurs cultivés, comme Bernardo Bembo qui y pénètre dès 1475, l'année de la Giostra et des publications retentissantes de Ficin. Après les années difficiles pour les Médicis, de 1478 à 1480, le triomphe de Laurent, l'admirable impulsion qu'il donne à la culture de la cité, coïncide avec la diffusion dans l'Italie entière du prestige de l'Académie. Les invités de marque n'oublient pas de s'y rendre et le jardin de Montevecchio, avec son gymnasium et ses statues antiques, devient vers 1490 un centre de pèlerinage où les humanistes de Paris, d'Oxford et de Cologne, reliés aux platoniciens de Florence par de multiples échanges épistolaires, viennent se charger d'ambitions et de responsabilités nouvelles. Ces rapports de Ficin et de ses amis avec la jeunesse intellectuelle de l'Occident dessinent vers la fin du XVe siècle une sorte de réseau privilégié à l'intérieur de la culture de la Renaissance. Leur histoire n'a malheureusement pas encore été faite sur le plan européen, où il convient de la situer. Condensée dans l'énorme épistolarium du sage de Careggi, elle fournirait pour le XVe siècle un équivalent de ce que fut l'activité de Pétrarque au milieu du XIVe et d'Érasme au début du XVIe. La lettre souvent citée si excessive et exaltée du jeune Égide de Viterbe, le futur cardinal de Léon X, suffirait à rappeler que le platonisme apparaissait à la fin du siècle comme une conjonction décisive de l'immense antiquité et du monde chrétien, prêt à se purifier. Voici le règne de Saturne, l'âge d'or célébré si longtemps par la Sibylle et les devins,
l'âge annoncé par Platon où la connaissance de son œuvre serait parfaite. L'âge d'or, l'Académie n'aurait sans doute pu se définir sans ce mythe de perfection et de paix. Elle en communiquait le songe à toute l'Italie, à toute l'époque, mais déjà s'élevait à Florence la voix qui dénonçait avec force. Platon enseigne l'arrogance et Aristote l'impiété. L'Académie allait s'évanouir dans les deuils et les révolutions, mais son message éparse était déjà devenu le ferment de la Renaissance, comme Buckhart, avec son surinstinct là autrefois fort bien reconnu. Il est difficile de voir dans une institution aussi vague un instrument utile à l'hégémonie médicéenne. L'initiative de Cosme, la protection affichée de Laurent, qui affirmait selon un texte fameux Absque Platonica, Discipline nec bonum sivem, nec Christianae doctrina peritum facile quemcam futurum. Les efforts des humanistes pour édifier une doctrine du bon prince. La dévotion de Ficin au Médicis souligne les attaches de l'Académie avec le régime. Mais on ne saurait négliger la part du milieu de Carleggi après 1190 dans la préparation de la révolution Piagnone. Du point de vue de l'histoire religieuse, on a pu voir dans le mouvement platonicien un épisode de la rénovation chrétienne qui, après avoir hanté le Moyen-Âge, vient au premier plan des préoccupations du XVe siècle. Le souci évident chez Ficin, chez Pic, d'une religion plus pure, intériorisée, fond universel de l'humanité, annonce en effet certains aspects de la réforme si l'attachement au père de l'Église, l'idéal de la docta pietas, font plutôt songer à ce que sera la contre-réforme catholique. Le retour aux sources, entrepris par l'humanisme occidental, trouve ici une signification particulière. L'Académie a subi la fascination des derniers siècles du paganisme, qui étaient aussi les premiers du christianisme. C'est dans les synthèses alexandrines et impériales du IIIe et IVe siècle qu'elle a instinctivement cherché ses problèmes et ses solutions. Origène, l'élève de Lamnius Saccas, Lactance, précepteur du fils de Constantin, Eusèbe, son contemporain, sont avec saint Augustin les écrivains que les Florentins ont eu l'originalité de scruter. Il s'y ajoute l'école d'Alexandrie, de Plotin à Jamblique, et mêlé à ses ouvrages les produits singuliers de la religiosité païenne, le corpus hermétique et les oracles chaldéens. Le fait que ces sources privilégiées se groupent dans une même période, où le paganisme mystique et la pensée chrétienne étaient encore comme emmêlés, est assez révélateur. C'est à travers cet écran que le platonisme florentin a vu l'histoire, la fable et l'avenir même du monde chrétien. L'idée de recueillir par cette voie l'essentiel du paganisme est la grande hypothèse de l'Académie, la marque sûre de son influence, la raison de son rôle historique. Ce point d'appui original qui pouvait donner une force nouvelle à la spéculation aide à comprendre l'idéal conciliateur de l'Académie. Ficin et ses amis ont conçu l'ambition avouée d'une sorte de totalisation définitive, contraignant tous les penseurs de toutes les écoles, tous les sages et les saints de toutes les religions, à se ranger à l'intérieur de l'édifice complet du platonisme chrétien. Ils cherchent le point de convergence de toutes les doctrines et de toutes les croyances. Démarche étrange mais obstinée qui supposait sans doute la prétention de posséder des moyens de spéculation plus puissants que ceux des écoles et visait même à introduire dans la théologie un mode d'interprétation neuf, capable de mieux dégager dans la révélation la vérité commune à toute l'humanité. On veut donc préparer la grande paix des esprits. La conciliation d'Aristote et de Platon, dispute d'actualité, n'en est qu'un aspect. L'hostilité traditionnelle de l'humanisme à l'avéroïsme positif et athée, trop souvent tenu pour le ressort du platonisme, change de sens. L'effort des Florentins est d'absorber plutôt que de ruiner le péripatétisme mieux connu. L'Aristote qu'ont commencé à traduire Leonardo Bruni et Théodore Gaza, que commentent Donato Acciaioli et Policien, ne s'oppose pas à Platon. Et Ficin, dont on connaît maintenant les premiers ouvrages aristotéliciens, a toujours multiplié les formules conciliantes. Les péripatéticiens donnent les raisons positives, les platoniciens les raisons supérieures. En faisant contre seuls
contre le seul Averroès, des réserves que Pic ne maintiendra même pas. Et toutes ces affirmations agiront inversement sur l'aristotélisme de la Renaissance. L'Académie n'est pas davantage hostile à la tradition scolastique. Le respect de Ficin pour saint Thomas, de Pic pour Duns Scott, les contacts du même Pic avec Paris le prouvent assez. Il est clair que ces ambitions nouvelles et le déplacement des points de vue qui en résultent ne pouvaient que laisser ouvert et peut-être rendre insolubles trop de problèmes. Mais ce bouleversement et ces espérances sont caractéristiques du mouvement. Il fut, on l'a justement dit, à la fois plus et moins qu'une philosophie. Son succès avec les milieux littéraires a été manifeste et l'on n'a pas eu de peine à définir son rôle dans l'histoire de la poésie, de la Renaissance. Sa vogue auprès des esprits cultivés, des esthètes et des artistes invite à une enquête parallèle, mais elle amène à considérer d'abord la nature de cette philosophie pour gens du monde, que fut à certains égards l'enseignement de Careggi et l'esprit de ses principaux représentants. Les personnalités. Autour de Ficin, qui communiquait au fur et à mesure les résultats de ses études platoniciennes et alexandrines, régnait ainsi à Careggi un climat tour à tour plaisant et sérieux, dont il faut deviner la séduction, en n'oubliant pas d'y faire la part du divertissement intellectuel. Le cadre pastoral et l'aimable travesti allégorique des personnages, dont tirent parti les bucoliques, à la mode comme celle de Naldi, sert de toile de fond aux rêveries et même aux méditations savantes des adeptes du platonisme. L'Altercazione de Laurent, ce long exercice érudit sur le thème du vrai bonheur, s'ouvre sur une description facile et charmante de la vallée de Careggi. Le jeune prince, errant par les champs, peu à peu délivré des tourments inutiles de la ville et des affaires, bavardant avec les bergers, rencontre enfin la voix captivante de Marsile, habitant de la vieille montagne. Les thèmes du nouvel humanisme sont associés aux délices et aux bienfaits de cet otium pastoral déjà cher à Pétrarque, dont les patriciens florentins éprouvent vivement la nostalgie. Le commentaire au banquet énumère quelques-uns de ces notables au moment des premières réunions de Careggi. Leur caractère et leur fonction se complètent comme les puissances de ce qu'oppose, selon Platon, l'être humain au riche Bandini, régent de la table, et à l'archevêque Ali, qui, étant prêtre, représente la théologie et l'élément supérieur. S'ajoutent les fils Marsupini et Landino, poète, Nuzzi, orateur, alors prieur de la cité, à qui l'on peut rapporter le domaine de l'imagination, et pour celui du corps, Ficin, le père médecin. Les deux autres convives, Cavalcanti et Tommaso Bensi, qui devaient se consacrer l'un à la politique et l'autre au négoce, figurent ici comme intimes de Ficin. Le 6e livre de la théologie platonicienne s'ouvre aussi sur l'évocation d'entretiens philosophiques à Regnano chez Giovanni Cavalcanti. Landino, Nuzzi, Giorgio Antonio Vespucci y entouraient Ficin et son ami. C'est là que le jeune homme aurait prié l'helléniste de bien préciser contre les opinions excessives et les erreurs des diverses écoles que l'âme relevant de la tierce essence occupe une position médiane dans l'échelle de l'être. La même discussion, rappelle Cavalcanti, avait eu lieu chez Bembo quelque temps auparavant. Des amis du Vénitien comme Antonio Cronico, appuyés par Naldi, Fonzio, Bonensegni, Pierre Leone de Spolette, avaient déjà émis le vœu que Ficin traita largement de l'essence de l'âme. Le philosophe a manifestement tenu à rappeler ces conversations qui lui permettent de se présenter dans une certaine mesure comme l'interprète de tout un milieu. On peut même conclure de cette introduction du livre 6 que, comme le Convivio, les traités proprement théologiques de Ficin étaient issus de disputazioni amicales, au moins pendant les premières années de l'Académie. La lettre à Léon X, placée longtemps plus tard par Reuchlin en tête de son De Arte Cabalistica, évoque le souvenir d'une visite faite en 1482 à Florence qui lui avait laissé une grande impression. Le jeune humaniste allemand avait rencontré autour de Laurent les érudits fameux Quibus, Antiorum, Solertia et Arcana Venustas, Malinitate, Casum, Obitat, in Lucem, Rediret, et il cite ces noms illustres: Chalcondylas,
Ficin et après eux. Giorgio Vespucci, le chanoine de Florence, à qui Ficin venait de dédier le premier livre de son De Vita, 1480, et que Botticelli allait représenter sur la fresque de l'église d'Ognissanti. Landino, Philippe Valori, qui fit transcrire tant de traités de Ficin et devait financer l'édition de Plato Latinus en 1484. Ange Policien et enfin Jean Pic, comte de la Mirandole, qui apparaît ici par une légère défaillance de mémoire, puisqu'il ne devait se joindre au groupe florentin qu'à partir de 1484. Le témoignage tardif de Reuchlin a du moins l'intérêt de détacher des amis de Ficin les principales figures de poètes et d'érudits. Il confirmait, s'il en était besoin, que le mouvement débordait les cadres traditionnels de la philosophie, où l'on a parfois trop tendance à l'enfermer. Quelques années plus tard, en 1492, Ficin expose à un humaniste allemand, Martin Uranus, qui lui avait demandé la liste de ses élèves, que ne donnant pas de cours, il n'avait pas de disciples à proprement parler en dehors de ses protecteurs médicéens. Il n'y a autour de lui que ses amis, les confabulatores socratiques, et un peu en retrait des auditores plus jeunes. Il les énumère, chaque groupe comprend une quarantaine de noms. Cette liste copieuse et qui ne semble pas abusive résume une activité d'un quart de siècle, puisqu'elle comprend avec Alberti, mort en 1472, Nicolas Corsi, le futur auteur de la vie de Laurent, né en 1464, et Francesco de Giaceto, né en 1466, qui sera sous Léon X le restaurateur de l'Académie florentine. Mais le catalogue ne dit pas tout. En même temps que de riches banquiers comme Giovanni Rucellai, les hommes politiques comme Bernardo del Nero, il omet les correspondants étrangers. L'Académie ne manquait pas d'amis illustres. Vers 1475, au moment le plus brillant, deux princes, Frédéric de Montefeltre et Mathias Corvin, avaient déjà pris Ficin pour conseiller et pour maître, membre honoraire en quelque sorte de l'Académie. Ils ont créé autour d'eux, l'un à Urbain, l'autre à Bude, des centres où l'art moderne et l'humanisme néoplatonicien se sont également implantés au point d'en faire pour quelques années de véritables succursales de Florence. Parmi les membres du haut clergé, les hautes personnalités de la vie politique qui venaient à Careggi, il est souvent difficile de décider de leur degré d'intimité avec le pater platonique familier, mais à en juger par le ton affectueux de ses lettres, Ficin semble avoir été particulièrement en confiance avec Antonio di Benencione degli Ali, évêque de Fiesole en 1467, avec Bartolomeo Scala, l'un des jurisconsultes les plus considérables de Florence, qui devait devenir l'ennemi de Policien, avec Giorgio Antonio Vespucci, le précepteur du cousin de Laurent, et les plus fameux représentants des familles Soderini et Strozzi. Avec les poètes et les orateurs se définit mieux l'empreinte particulière du milieu de Careggi, les poésies élégiaques de Naldo Naldi, les odes amoureuses de Girolamo Benivieni, qui devait commenter Jean Pic, les poèmes didactiques de Bonencontri, de Rebus Coelestis, les épopées visionnaires d'Ugolino Verino et de Giovanni Nesi, une foule d'odes, d'églogues, d'épigrammes, de petites et de grandes compositions en latin et en vulgaire, montrent par leur orientation mystique, par le choix des images, par leur recours aux figures typiques de Vénus, d'Hermès ou de Saturne, comment le néoplatonisme a peu à peu imprégné la littérature humaniste à partir de 1470 et témoigne de la vaste signification du mouvement. Dans un petit écrit publié par Ficin, l'un des rares moments où il semble avoir été en difficulté avec les autorités ecclésiastiques, l'Apologia de 1489, adressé aux trois Pietro, Neri, Guicciardini et Soderini, le philosophe fait appel aux forces vitales du cercle. Il énumère notre Amphion, Cristoforo Landino, orateur et poète. Policien, Hercule qui écrasera de sa massue et incendiera de ses flammes les 100 têtes de l'hydre pour qui menacent nos ouvrages, et son jeune frère, l'Apollinien Pic, qui doit tendre son arc contre les vénéneux pitons. Ce sont avec Ficin les trois figures centrales de l'Académie. Cristoforo Landino, notre Amphion, était le doyen du groupe.
Si la personnalité est assez effacée, la variété de ses travaux trahit d'autant mieux l'inflexion nouvelle de l'humanisme que Landino, né en 1424, garde au fond les préoccupations oratoires et morales de l'âge précédent. Il débuta comme auteur d'élégies latines. Son recueil Xandra, dont la première version date de 1443, s'inspire de toutes les conventions de la lyrique amoureuse. Mais dès cette époque, Landino est en contact avec Alberti qui vient de participer au Certame Coronario. Cette amitié ne se démentit pas par la suite. Alberti fut choisi avec le jeune Laurent comme protagoniste des Disputations Camaldulense, relation d'entretien qui aurait eu lieu en 1468 dans le Tempé du Casantin. L'orientation nouvelle s'y dessine dans la manière même dont sont pesés les mérites de Rachel et de Lia, de la vie contemplative et de la vie active ordonnée à la cité terrestre, dans l'interprétation allégorique de l'Énéide exposée par Alberti au cours des 2 derniers livres. Le cadre des Disputations est plutôt cicéronien, selon l'expression même de Ficin. Celui du dialogue de Vera Nobilitate est un banquet offert en 1469 par Laurent et un seigneur qui serait venu à Florence peu après la mort de Piero. L'éloge de la vertu s'achève sur l'évocation d'Hercule, héros moral, symbole de la raison aux prises avec les vices qui monte sur l'Oeta pour atteindre comme l'âme, au terme du séjour humain, à l'immortalité. Landino fut, au moment où s'affirmait l'Académie, le divulgateur de ce qu'il faudrait nommer le platonisme littéraire. Professeur au studio depuis 1458, il prolongea son enseignement par des éditions commentées de Dante, 1481, d'Horace, 82, de Virgile, 87, et une traduction de Pline l'Ancien, 76. Ces ouvrages, sans haute valeur critique, adaptent à l'interprétation des poètes certains thèmes issus de l'Académie, avec le primat de Florence en lettres vulgaires comme en savoir humaniste. Landino affirme en toute occasion la prééminence absolue de la poésie sur toutes les activités de l'esprit. La doctrine du furor poeticus, qui enveloppe et dépasse tout savoir, s'est trouvée affirmée, illustrée et diffusée dans les ouvrages de Landino, au moins autant que dans ceux de Ficin. El divino furore onda a origine la poesia e più eccellente che l'excellentitia umana onde hanno origine le arti. Les arts, c'est-à-dire toutes les disciplines savantes. Rien ne donne mieux l'idée de la puissance d'annexion du platonisme florentin que la facilité avec laquelle Landino, dans la préface à sa traduction de Pline, adapte l'encyclopédie positive et monotone du savant romain à la cosmologie en faveur de Careggi, l'esprit humain avide de pénétrer tous les aspects de cette machine universelle, que les Grecs ont nommé cosmos et les Latins monde pour son admirable parure, doit considérer d'abord la variété des formes des animaux, des végétaux, les bêtes monstrueuses, puis s'élevant avec les ailes platoniques, il passe aux éléments, surtout l'air, c'est-à-dire le vent et ses désordres, le feu dont on n'examine pas sans étonnement les merveilles, et par la porte du Capricorne, il faut parcourir le ciel, véritable séjour de l'âme, et trouver dans le Créateur le clair miroir du visible et de l'invisible. Plus jeune, plus doué, plus brillant, Policien définit mieux encore l'orientation esthétique de l'humanisme florentin qui coïncide avec le développement de l'Académie. Comme Landino, mais avec un génie prompt et élégant, Policien est poète, philologue et même philosophe. Les premiers poèmes sont des ouvrages de cour, l'Orfeo, hâtivement composé pour la scène princière de Mantoue, les Stanze per la Giostra, interrompues en 1478 par l'assassinat de Julien de Médicis. Les motifs qu'introduit le poète sont précisément ceux qui met alors à la mode le mouvement de Careggi, le drame d'Orphée, chanteur inspiré au pouvoir magique, victime des malheurs de l'amour, et dans la longue fresque décorative de la Giostra, l'évocation de Cypris dans son île, le songe de Julien découvrant la grandeur de la Vénus céleste.